Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait bizarre, j'ai le retour dans le casque et du coup ça m'a perturbée. J'espère que vous allez bien et que la semaine se passe super bien. C'est cool, je peux voir si vous entendez la musique ou pas. Bon là il n'y a pas de musique, hein. C'est normal que vous entendez pas de musique. Mais on s'améliore sur le son. Hello Jess, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que vous avez passé donc bon début de semaine et que vous êtes prêts pour notre chouchou, notre chevalier, notre petit voyou des rues de Varna, notre Gary. Donc, on va être plutôt bien. Et je réfléchis à la musique que je vais vous mettre. Hop. Tu es un peu crevée, Jess. J'espère que tu as bientôt des vacances. Oui, Gary. Désolée, j'étais perturbée par Mélianor qui essaie de brancher quelque chose. Donc on a fait Gary et je vous ai mis la fiche personnage. Et je vous l'ai rempli avec ce qu'on a gagné à la fin de Terre Ardente. Donc ça c'est plutôt cool. C'était plutôt cool, on avait plein de choses, dont une potion, enfin une potion pour vous guérir. Voilà. D'accord, t'es ok pour le boulot. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, notre Carrie, on a plein de choses à lire, puisque c'est le début du 3. Donc, on va lire le résumé du premier, du 2, et on va entamer le 3. Ce qui fait que si vous prenez le stream, enfin, en tout cas la série à ce moment-là, vous aurez le début de l'histoire. Ça, c'est plutôt cool. Vous aurez le teasing sans subir les combats, sans subir les impasses, et avec donc l'histoire de notre Garé. Et bien sûr, je ne vous le dirai pas, mais je me suis spoilée en ouvrant le livre. Je suis tombée sur le dernier paragraphe et j'ai vu des mots que je n'aurais pas dû voir, qui ont brûlé mes yeux. Oh! Mais vous le saurez qu'à la fin. Ah 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 ah! Je suis machiavélique. Ah 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 ah! Il y en a un, il est désespéré à côté de moi. Donc, si la semaine a bien débuté, on va pouvoir commencer le stream. Ah oui, j'avais une excuse à faire parce que je n'ai pas posté en fin de semaine les replays de la semaine dernière. J'avoue que j'ai fait plein de choses et que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc celui de Gary est arrivé là en fin d'après-midi. Et celui de Survivre à Riley arrive demain. Donc voilà. Et
Donc, vous pourrez les voir sur la chaîne cette semaine. Et ce week-end, du coup, à 14h, chers joueurs, et pour ceux qui sont en lurk, nous aurons un JDR en live sur le système de jeu Horror à Arkham qui se passera dans les années 60. Oui, j'avais un peu envie de pas de def et de disco. Voilà. Donc, ça sera en France dans les années 60. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et je vais utiliser des techniques du livre de Julien, de devenir maître du jeu, pour faire une session sans trop préparer. Donc, on va voir ce que ça va donner. Puisque je suis une MJ qui a tendance à beaucoup préparer ses sessions. Donc, je pense que j'aurais du mal à ne pas préparer mes sessions. Alors, si jamais, Jess, je ne finis pas le livre, je vous dirai comment il se finit quand même. En tout cas, ce que j'ai pu voir de mes yeux et qui a été terrible pour moi. Voilà. Enfin, surtout incohérent. Mais, non, voilà. Commençons le livre. Comme vous pouvez voir, donc, nous sommes sur Radiance Céleste et on est sur un livre un peu beaucoup plus gros. Voilà. On a gagné... il a bien mangé celui-là, quoi. Voilà. Voilà. Normalement, après Terre Ardente, enfin Aria, on fera Billy. Billy, le pyro-barbare. Si j'ai le temps, je vous ferai une petite bande-annonce pour Pi, le pyro-barbare, puisque Bob Lennon nous a fait une belle chanson que j'aimerais bien utiliser pour des courts extraits pour vous faire un petit teasing à chaque fois qu'on commencera l'aventure. Voilà. Et sinon, j'ai trouvé dans une petite librairie des livres dont on est les héros qui datent des années 80, donc avec un vieux système de jeu. Donc je vais prendre ce vieux système de jeu qui est l'œil noir et on va voir si déjà en off, on va voir avec Mélianor si ça vaut le coup, si ça va être intéressant. Et sinon, c'est des livres dont on a les héros qu'on fait jouer. Donc c'est un jeu dont on est les héros, ou qu'on fait jouer à nos joueurs. Donc là, si c'est intéressant et que je me sens de le faire, être le maître du jeu, à ce moment-là, on fera une session de ce vieux livre dont on est les héros, qui va se baser donc sur le système œil noir. J'ai hâte d'avoir les livres pour pouvoir lire un petit peu et vraiment on va la jouer à l'ancienne. Voilà, on se remet dans les années 80 et on suit les règles à la lettre. Ça va être le but. Voilà, ça va être vraiment le but. Et donc, on fera sûrement une émission spéciale. Et si ça vous plaît, si c'est ça marrant, si mes joueurs, ça leur plaît aussi, à ce moment-là, on continuera. Mais on n'en prévoit qu'une pour l'instant. Parce qu'en plus, il me faut 3 joueurs. Donc, il va falloir 3 téméraires volontaires pour faire œil noir. Et on vous dirait quand c'est et quand on fera ça. Et je verrai qui viendra jouer avec moi suivant les volontaires. Voilà, je n'imposerai rien à mes joueurs actuels. Voilà, je suis une gentille MJ. Jess. Donc,
Je suis une gentille NJ, donc qui ne va pas imposer des choses. Je disais, Jess, que on a vu dans une librairie d'occasion qui existait des vieux livres dont on est le héros, qui sont le jeu dont on est le héros, qui est basé sur le système de jeu œil noir. Donc, on va voir, j'ai pris les règles du jeu. Je vais voir si c'est intéressant et si c'est faisable en live. Et à ce moment-là, ça se joue de 3 à 5 joueurs, mais je prendrai que 3 joueurs. On fera une session spéciale, vieux JDR des années 80. Donc on se mettra dans l'ambiance des années 80 et on jouera à un vieux JDR avec les règles, et on ne dérogera pas aux règles. On aura le droit de râler, on aura le droit de dire qu'on préfère les règles de maintenant ou pas. Peut-être qu'on va s'amuser. Mais voilà. Si jamais le concept plaît, il y a de quoi faire pour plusieurs saisons. Mais déjà, on va faire une histoire, ça sera déjà bien. Donc, pardon. On va revenir en base. Déjà, je vais lire en off pour voir si c'est bien, si je me sens. Et après, je proposerai à 3 joueurs. Et c'est pour ça que je disais que je n'imposerai pas ça aux joueurs actuels. Donc, on verra qui sera de la partie. Donc voilà pour les suites de nos mardis et jeudis soirs. Jeudi soir, on est toujours avec Toulouse. Pour l'instant, ça ne change pas. Voilà. Oui, peut-être que ça sera une vraie purge Milanor, ou peut-être pas, et peut-être qu'on va vraiment bien s'amuser, et peut-être qu'on va revoir Gary en galère. Peut-être que je vais vous mettre un PNJ dans les... Ah non, on a dit qu'on dérogeait pas à l'histoire. Donc je peux pas changer d'histoire. Et non, donc je pourrais pas vous mettre Gary. Ah là là. Voilà. Allez, on va commencer. Oui. Alors on le mettra peut-être le dimanche. Ça dépendra aussi de la disponibilité des joueurs, forcément. Gary sera le grand ennemi. Mais tellement. Tellement, tellement. Tellement. Sinon, il s'est élevé au niveau des anciens dieux. Là, il a un bon équipement. Il n'a toujours pas de sort parce qu'il est bridé. En fait, il a un sort sur lui qui l'empêche de faire des sorts, tout simplement. Mais on espère que bientôt on puisse être un puissant mage. J'y crois pas trop, hein, mais l'espoir fait vivre. Il a fallu 2 livres pour avoir une potion de soin. Oui, ça c'est sûr. Ça a été un petit peu compliqué. Mais au moins, vous qui aimez jouer des pecnos, on jouait un pecno, hein. Pour le coup, le pauvre Gary s'en est pris plein la tête sans avoir rien demandé. On en a même fait le bouc émissaire. Comme ça, comme c'était un vaurien, pourquoi ne pas le sacrifier pour les grands plans de notre maître, dont j'ai oublié le nom. Ouais. Allez, je vais vous lire les différents résumés.
C'est Fléau en fait. C'est ça. Ben, Fléau est sympa. On va faire une session dans pas longtemps. Samedi. On va faire une session samedi. Et je vais être... Alors, je préviens, j'ai fait tout au dé. Parce que sinon, on va me dire, oui, mais tu joues toujours une barbare. Non. J'ai fait tout au dé et Mélianor était là. J'ai, du coup, pour la session de samedi, une alpheline qui se bat au bâton ferré, qui a été élevée dans une ferme et qui est mercenaire. Voilà. J'ai fait tout au dé, qui est forte en mêlée, pas à distance du tout. Donc imaginez, mettez-vous l'image de cette petite alpheline qui se bat comme une barbare, quoi. Voilà. Et je vous assure que j'ai fait tout au dé. Toute la création du personnage de Fléau peut se faire en jetant les dés, ce qui est assez marrant. Et donc j'ai fait tout au dé. Et donc ça donne cette petite alpheline qui est une barbare, quoi. Voilà. Donc ça sera, on vous dira ce que ça a donné, si je suis morte dans d'atroces souffrances au sein de Fléau. Ah, et je me rappelle plus, mon crime c'est... Oh. Je vais vous dire parce que je crois qu'il est assez marrant. Ah oui, je suis hérétique. Voilà. C'est dit que pour une femme, ça allait bien l'hérésie. Donc ça va être assez sympa. Je sais pas trop ce que notre MJ va nous faire. Je crois que lui non plus. Ça, c'est bien les MJ qui n'ont pas trop besoin de préparer, quoi. Ils arrivent à la session, ils ont juste une phrase de début et puis hop, un avant Guingamp. On y va. Tout se passe bien, tout roule sur des roulettes. J'allais dire sur des cagettes, mais ça marche aussi. Et du coup, ça c'est bien. Parce que moi non, je peux pas comme ça. Moi j'ai besoin d'avoir des mind maps, des idées. Enfin bref. La joie de devoir préparer. Oui, c'est Mélianor le MJ. Tout à l'impro. C'est ça. Sinon, avant qu'on commence, j'ai une nouvelle. C'est que mon premier scénario de début janvier, vous pouvez la voir sur le Tipeee. Donc du coup, si ça vous intéresse, il est assez bien construit. Ça demande un petit peu d'impro. Mais normalement, vous avez assez d'éléments pour pas vous prendre en tout cas sur le fil conducteur de l'histoire. Vous avez les indices, les éléments, les PNJ principaux. Donc en fait, après, il faut juste broder, mais tout est construit déjà. Et vous avez même de quoi, si vous voulez faire un one-shot, faire le one-shot. Mais j'ai mis des éléments qui peuvent permettre de construire une histoire derrière si vous voulez continuer. Donc, allez-y, ça peut vous faire une première session pour tester le groupe et savoir si vous voulez faire une campagne plus tard avec eux. Donc, voilà. Donc, je trouve... voilà, je suis super fière. Voilà. Et on va commencer. Je vais changer juste la musique, parce qu'on est dans une ville. On va mettre une autre musique. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou des envies pour des scénarios, des contextes.
Voilà, ça vaut le coup. Avant que les royaumes ne s'unissent, dans la paix actuelle qui profite à leur essor commun, un empire prospérait au nord-ouest du monde, l'Osmanli. Disposant de richesses naturelles au-delà de la nécessité, il vient au Grand Khan l'ambition d'élargir ses frontières et il rassembla une armée de 10 000 hommes qui fit marcher vers l'est. Alors que les premières villes tombaient sous les assauts de l'armée d'Osmanli, les royaumes convoquèrent leurs mages. Ceux-ci, formant ce qu'on appela plus tard l'armée des 50, se rendirent au front, tinrent par leur pouvoir aux soldats du Khan et parvinrent à les repousser, lui et ses hommes, dans leurs frontières. On ignore au juste les faits précis qui suivirent la déroute de l'armée d'Osmanli, mais il est très probable que le Khan, préparant une contre-attaque appropriée, fit appel lui aussi à des mages, voire des démons et autres puissances plus noires encore. Toujours est-il que le relief et la population de l'Osmanli changèrent. Des montagnes se dressèrent, de curieux dieux vinrent parcourir ces routes, les fleuves balayèrent des villes et des créatures jusqu'alors inconnues s'y installèrent. Dans ce contexte chaotique, le sombre pays, car tel fut le nom que l'on donna à l'Osmanli, ne constituait pas une menace en soi. La nature barbare de ces nouveaux habitants créait tant de conflits au sein du territoire qu'aucune menace organisée ne pouvait atteindre à nouveau les royaumes. En ces contrées où ne régnait nulle loi, le sombre pays fut la destination de criminels recherchés, de philosophes en quête de liberté, de mages en quête de savoir. Dans les royaumes, on propose toujours aux condamnés à mort de rejoindre le sombre pays en guise d'alternative, vu les nombreux périls mortels de ces territoires. Il s'agit pour la plupart d'entre eux un bref rallongement de leur existence. Néanmoins, en prévision d'une future menace, il est dit que l'armée des 50 fut élue domicile permanent en la vaillante cité de Varna, dernière ville frontalière avant le sombre pays et qui perpétue en ses murs la transmission de son savoir. Les murs cyclopéens de la cité éternelle s'étendent au-delà des habitations, d'une mer à l'autre, fermant pour toujours toute voie terrestre à quelques habitants du sombre pays, voulant pénétrer dans les royaumes. Jusqu'ici, et jusqu'à aujourd'hui, les milices de vaillants guerriers aux armures à tête de chat de Varna ont toujours mené à bien leur mission de protection. Mais ces informations, qu'elles soient faits ou légendes, sont le dernier de vos soucis. Vous avez vécu à Varna depuis toujours, fils de personnes courant les rues, dormant dans les maisons abandonnées. La rapine et le vol sont votre lot. Aussi loin que remontent vos souvenirs, vous traîniez avec une bande de gamins crasseux à perdre votre temps en vous moquant de l'autorité, et bien que les hommes chats vous aient souvent attrapé par la peau du cou pour vous traîner devant la justice. Les royaumes n'allaient pas rejeter un enfant dans le sombre pays, aussi intolérable soit son comportement. Mais un jour, vous avez fouillé les mauvaises poches. D'une part, parce que les replis de velours bleu étaient vides, et d'autre part, parce que le vieil homme saisit alors votre poignet avec une force insoupçonnable. Il tourna vers vous les yeux aux reflets de flammes, où vous pouviez lire un certain étonnement, et il murmura quelques mots faisant un signe de la main. Quelque chose se serra en vous, et bien que vous puissiez respirer et même vous mouvoir, vous eûtes la trouble impression d'être prisonnier au plus profond de votre être. De sa poigne inflexible, il vous traîna, paralysé et terrorisé, jusqu'au temple de l'armée des 50, où il vous poussa par une porte dérobée. « Je te propose un lit frais et un repas chaud chaque jour, vous dit-il alors que vous découvriez une sorte de laboratoire étrange, meublé d'un lit, d'une bibliothèque et d'un âtre poussiéreux. En échange, tu apprendras la magie que je te transmettrai. Libre à toi de vivre ta vie, de vivre et de faire ce bon te semble de tes bras, en bien ou en mal. Mais tu ne devras jamais, tu m'entends, jamais user des sorts que je vais t'apprendre.
ni même faire attention à tes connaissances devant faire mention de tes connaissances devant un autre, fit-il le mage. Sinon, je te livrerai moi-même aux légions de l'enfer peuplant le sombre pays. Et crois-moi, je suis un homme à tenir mes promesses. Vous accepta de bon cœur la proposition, inconscient de votre chance ou de votre malchance, ne songeant qu'au fait de pouvoir manger une fois tous les jours. Et pourquoi pas de fourguer des quelques vivres que vous aviez sous les yeux un receleur de votre connaissance. Votre précepteur s'appelait Péladan, l'un des 50, et il tient sa promesse. Il vous éveilla petit à petit à la sensibilité de la magie, à la lecture des mots simples jusqu'aux écrits les plus hermétiques, aux connaissances des plantes, aux légendes anciennes. Les années passèrent. Un soir, il vous déclara que le lendemain, vous seriez apte à apprendre votre premier sortilège. Donc ça, c'était le début du 1. C'est comme ça qu'on commence l'histoire. Et avec ce qu'on a vécu à la fin du 2, on comprend plein de choses, notamment ce sentiment d'être enfermé dans son corps, puisqu'il nous a jeté un sort pour qu'on ne puisse pas utiliser nos pouvoirs, parce qu'il a décelé qu'on avait la possibilité d'utiliser la magie, ce qui est très rare en fait dans le pays d'Aria. Donc, voilà, ça explique plein de choses. Continuons. Longeant les sombres ressacs. Ce fut votre dernière nuit d'apprentissage. Au matin, les capitaines de la gare de Varna vous réveillent et vous traînent devant le roi Xiazar, qui vous éclaira sur la gravité de la situation. Dans le sombre pays, un nouveau Khan s'est dressé, a levé une armée déjà en marche sur Varna, et puis encore, l'armée des 50 a été infiltrée par des assassins insaisissables et enlevant Péladan et tuant les autres. La suite des événements fit que vous vous trouvâtes bien malgré vous dans une escouade armée galopant vers le delta de Kütahya, via la pointe de Sanakal, contournant l'invasion à la recherche de la tête de l'ennemi qui avançait son bras conquérant. Votre cavalcade ne poussa pas plus loin que l'orée de Bolayair, où un assaut d'éclaireurs elfes noirs ne laissa debout qu'un seul et envoyé, vous. Résolu à vivre, pesant les dangers d'un côté et de l'autre, vous vous mîtes en route vers la cité marchande de Sanakal. Nombreux furent les dangers et les merveilles qui jalonnèrent votre voyage. Maintes furent vos doutes et vos victoires, mais vous atteignîtes les murs de la cité défraîchis par la guerre naissante. Vous ne tardâtes pas à vous retrouver au fond d'une geôle du fort de Sanakal, sur l'autre rive de l'estuaire, aux mains d'une légion entière de l'armée du Khan. Mais fort heureusement, vous aviez 2 compagnons de cellule. Le premier, Blake, un homme lourd, astucieux, au verbe cinglant, se révéla être un guerrier extraordinaire et l'un des 50 mages originels qui exprimaient sa magie par la lame. L'autre était Atinoma, une apprentie de l'académie, tout comme vous, mais là où vous ne produisiez qu'étincelles dans le creux de votre main, votre consoeur, elle, savait déclencher de véritables tornades de flammes. Dans la bataille dévastatrice qui suivit votre évasion, le général Temujin périt de vos propres mains. Le fort fut repris au Khan et sa flotte amarrée coulait au fond de l'estuaire. Et alors que la tempête des événements s'effilochait sur le pavé sanglant de la forteresse des Renards, il vous fallait prendre une décision. Pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous, vous avez accepté d'accompagner Antinoma à sa quête pour retrouver le maître des maîtres, le premier des 50, Tamerlan, exilé au cœur de l'Alliance Lanlar, afin d'achever votre formation. C'est ainsi qu'elle et vous quittâtes Sanakal, montés sur le destrier de l'Empire, frappant de leurs sabots des sables brûlants de Mawarannar. Donc ça, c'est le premier tome. Ok ? Sachant que dans le deuxième tome, on a appris que c'était notre cher Péladan qui avait tué tout le monde. Voilà. Voilà. Et que nous étions le bouc émissaire de l'histoire. Merci, cher maître. Continuons notre parcours des livres précédents.
Après une traversée éprouvante des sables brûlants qui constituaient la première étape de votre voyage, vous rencontrâtes un mage portant le masque d'or des 50. Un mage à la solde du Khan qui lança de ses forces élémentaires magiques à votre poursuite. Dans la cité perdue de Biga, ancienne capitale de Lancement-Lit du premier Khan, Antinoma et vous convinrent que la seule issue était de vous séparer afin que vos flux mystiques échappent à la perception du mage. Suivant les sentiers anciens des criminels exilés de Varna, les périples furent une fois de plus nombreux et soudains. Mais votre route vous mena au cœur des monts du Gonen, au fin fond de l'ultime abysse où nous réveillâtes, puis échappâtes au dieu du centre du monde. Altash Nasha. Ah, c'est le petit Nash. En personne pour finalement vous retrouver en Alias Landar. Tamerlan, le premier des mages, dragon des légendes, vous y attendez et sans tarder vous révéla que Péladan, dont les intentions exactes sont encore à déterminer, avait dès le premier jour jeté sur vous un sort de collet mystique destiné à dissimuler votre existence aux autres mages. Ainsi, le moment venu, ils pourraient vous utiliser afin d'entraîner leur perte en détournant le flux mystique par vos sortilèges et en les laissant sans ressources pour lutter contre des assassins du Khan venus les supprimer. Autre phase de votre malédiction, celle-ci vous dissimule aussi aux lignes immuables des prophéties. Celle-ci proclame sans doute possible la victoire du Khan et la défaite du monde, mais sans prendre en compte ni votre existence, ni vos actions. Si le monde doit échapper à son funeste destin, ce ne sera que par vous. Vous avez donc accepté de mettre en jeu votre vie et de vous laisser transporter jusqu'à Tansanli, aux abords de la forteresse du Khan, pour trouver un moyen de mettre fin à ses plans. Et maintenant, tournez la page. C'est sympa, hein? Oui, parce qu'en plus, Péladan, en plus de nous utiliser, il a fait... Parce qu'en fait, dans ce monde-là, le flux mystique, plus il y a de gens qui l'utilisent, plus en fait, il se disperse. Et du coup, ce qui fait que plus il y a de mages qui l'utilisent, plus en fait, ils ont un flux réduit de magie. Donc, le fait qu'on ait utilisé la magie ce soir-là, ça a permis de vaincre les autres, parce qu'ils n'avaient plus la totalité de leur pouvoir. Donc en gros, il nous a bien bernés. Voilà. Et oui, c'est un peu notre faute, puisqu'on a utilisé de la magie et que les autres n'ont pas pu se sauver du coup. Voilà, voilà. Donc ça, on apprend tout ça à la fin du 2. Heureusement qu'il y a du lore. Je vais vous lire la fiche de recherche que j'avais lue avant le stream et que je n'avais pas compris. Voilà, vous allez m'aider. On recherche mort ou vif à l'attention des Anunnaki. Le Khan vous informe de l'arrivée en Tansanli de Gary, mage de Varna, mandaté par Tamerlan, le premier des 50. Le Khan vous demande de tenir vos subordonnés à l'écart de cet individu déterminé et puissant et de lui bloquer l'accès aux portes dont vous avez la garde. Afin que vous agissiez sans arrogance, le Khan vous rappelle les derniers faits en date du mage de Varna. Assassinat du général Temujin et prise de Sanakal, traversée du Flammawannar et des enclaves gardées par nos meilleures unités, infiltration dans les mines du Gonen, plongée dans l'ultime abysse et libération d'Altash Nashka. Le mage est allé en Alliance Landar, non c'est juste la police qui est horrible, et s'en va aujourd'hui au cœur de nos terres, au juge. Le Khan n'accordera aucune récompense à qui arrêtera cet envoyé, mais promet à ceux qui le laisseront franchir une porte qu'ils ne connaîtront ni la vie ni la mort. Gloire au Khan, gloire à l'Osmanli. Il est un peu omniscient, le Khan, parce qu'il met un avis qui nous recherche,
Alors que normalement, on est bridé sur notre magie et que même les prophéties ne nous voient pas. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, moi, je trouve ça un petit peu... Bref, je sais pas. Ça m'a laissé perplexe. Bonjour, Célestre. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon début de semaine. Et on commence, du coup, le 3e tome de Aria. Vous reprenez péniblement connaissance, le dos sur une planche craquante et roulante. Vous levez les yeux sur un ciel croûteux où des nuages effilochés, couleur plomb, parfois cisaillés des ailes des dragons, faisant leur ronde, viennent griffer l'immense dôme rouge et ardent qui forme votre irréel plafond. Le roulement régulier et le son de l'eau venant claquer sous le plancher vous font comprendre que vous progressez sur une étendue d'eau. Votre cœur se serre quand, dressé sur un coude, vous remarquez que la barque qui vous porte sur ce lac immense au reflet ardent du ciel est propulsée par un sinistre guide dont la face et la silhouette sont dissimulées par une robe à capuche obscure comme la nuit. Le passeur des âmes. Ainsi, vous n'êtes pas de ceux qui auront survécu à la porte mystique de Tamerlan. Tu voudrais bien que je sois foutu passeur d'âme, hein, mon mignon, hein, s'esclave la silhouette, des accents d'humour aiguisés par le désespoir. Malheureusement, je suis qu'un âme serviteur du grand Tamerlan. Et ici, c'est pas l'enfer. C'est tout comme. À part que la montagne, v'là là-bas, c'est enslali. Il découvre son visage et une pauvre créature, métisse, d'orque et de vrai humain, une tête lardée de cicatrices qui creusent des sillons jusque dans les cheveux et sa barbe rousse, jette un œil crevé et blanc dans votre direction. Du bâton qui propulse la barque, il pointe au loin. Vous vous relevez pour mieux voir le spectacle qui vous emplit de fascination et d'horreur. Les rives du lac titanesque bloquent. Les rives du lac titanesque, blocs de basalte, donnent lieu à une vallée irisée d'innombrables tentes, d'enceintes et de murs et d'immenses ports dressés comme tout autant de murailles qui entourent au loin les contreforts du volcan tant s'enlient. Là-bas, monstrueuse comme l'enfer et sinistre comme la mort, sa masse obscure dresse ses flancs comme des griffes féroces d'eau régie en permanence une pluie d'éclairs. Au tréfonds de son cœur coule une lave ardente où se baignent des titans de feu plus grands encore que le volcan lui-même. Et 4 d'entre eux portent sur leurs épaules un palais gigantesque, dressant ses hautes tours au-delà de l'orage perpétuel. Le Khan est dans son palais de 1000 voix et que tu vois là-bas porter de l'eau ces créatures démoniaques. Ne demande pas comment qu'on y monte. Je ne serais pas bien en peine de te dire comment et franchement, je veux pas le savoir. Tu me diras si c'est pas tellement ton problème pour le moment, car comme tu peux voir, il y a comme qui dirait une armée entre ici et là-bas. Une armée et 7 portes. Et c'est là le plus marrant, parce que ce que tu vois, les morts-vivants n'aiment pas les démons, qui eux bouffent les gobelins et ainsi de suite. Mais ils obéissent tous au Khan, tu vois. Il s'esclave à nouveau, bavant comme un dément avant de ravaler sa salive. C'est sympa. Alors le Khan les a compartimentés en différentes sections spécialisées délimitées par des barrières infranchissables ou presque. 7 portes se dressent entre ici et le Khan. 7 pièges mortels gardés par les 7 juges qui portent le nom maudit d'Anunnaki. Votre kit accoste un quai de bois récemment construit,
mais n'aura pas le temps d'y poser le pied. Surgit alors sur la rive, magnifique et terrible, un griffon immaculé, le mage au masque d'or rencontré auparavant sur la côte de Mawarannar. Il lance un waizaki étincelant dans les airs qui viennent se figer dans la gorge du serviteur de Tamerlan, avant de revenir, filant à nouveau dans les airs, dans la main du mage qui essuie la lame sanglante sur le flanc de sa monture. Votre infortuné compagnon titube en gargouillant avant de disparaître dans les eaux obscures du lac. Le mage, resté à une bonne distance, vous lance. C'est Tamerlan qui a tué cet homme le jour où il en a fait un espion. Mage de Varna, nos routes se croisent à nouveau. Et voici que tu pénètres. Et voici que tu pénètres sur le territoire réservé du Khan. Eh bien, soit. Il t'attend, mais sache qu'il n'existe qu'une voie. Une seule, pour qu'il daigne te recevoir. Celle qui passe par les 7 portes menant à son palais. Il tire les rênes de son griffon en regagnant puis disparaît derrière un rocher dressé. Vous frissonnez d'effroi devant l'étrangeté et la menace omniprésente de l'endroit, puis reprenez vos esprits. Vous pouvez dès à présent soit débarquer et commencer vers votre chemin vers le temps sans lit, reprendre les flots avec la barque pour voir s'il n'y a pas un meilleur endroit, ou tâter le fond du fleuve avec la rame pour retrouver la dépouille du serviteur de Tamerlan. Moi, je trouve que ça commence fort. Et surtout, je disais quoi vendredi soir sur l'histoire de porte, donjon, enfin, je sais pas quoi là. Et je le sens tellement que ça va être ça. Un bon donjon. Ça fait très chevalier du Zodiac. Mais tellement, j'y avais pas pensé. Il faut faire les 12 maisons, Seigneur. C'est ça, les 12 maisons. Sauf que là, c'est 7. Parce que 7, c'est un chiffre sacré. Oui, Sylvestre, c'est gros comme une maison. Donc, bon, du coup, est-ce qu'on retrouve la dépouille de ce pauvre serviteur? Vous essayez de trouver la dépouille et vous mourrez dans d'atroces souffrances. Parce que le pauvre, il a rien demandé. C'est fou, tous ces gens qui ont rien demandé, qui meurent dans les JDR. Moi, je pense qu'il faudrait faire un cimetière des PNJ innocents. Voilà. Les PNJ qui n'ont rien demandé. Je vais faire ça dans le Discord. Le cimetière des PNJ qui n'ont rien demandé. Voilà. Et comme ça, on fera un petit épitaphe pour chaque PNJ qui meurt, qui n'avait rien demandé, qui était juste là pour donner une info, ou pas même, et qui est décédé dans d'atroces souffrances. Coucou Auré, merci de passer vite fait. Même si c'est pendant ta pause. Du coup, on essaye de retrouver notre cher comparse. Vous sondez les eaux placides avec votre arme et en longeant le quai, vous ramenez vers la rive le corps lourd de la victime du mage. Vous opérez une fouille rapide du bout d'une lame pour ne pas toucher les hideuses sangsues qui déjà seraient passées de ses chairs. L'image m'a dégoûtée. Tu arrives au bon moment, Auré, pour cette belle image de sangsue sur les chairs du PNJ qui est mort. Votre opération est heureuse. Vous trouvez dans la doublure de la houppelande une pièce d'or dissimulée et vous pouvez emparer du poignard accroché à sa ceinture. Également, vous trouvez une fiole presque vide que vous identifiez comme du poison.
appliquée sur le fil de la lame d'une arme tranchante avant un combat. Il fera perdre à tout adversaire. Oula, j'y arrive plus. Il fera perdre à tout adversaire que vous blessez 2 points d'endurance par assaut, quelle qu'en soit l'issue. L'effet ne durera que pour un combat et il n'y a qu'une seule dose de poison. Vous avez pitié de cette charogne à moitié dévorée par les horreurs du lac et vous le repoussez du pied dans les eaux afin que personne ne contemple l'humiliation des pères de Tamerlan. Levant les yeux, vous contestez avec dépit que votre barque s'est lentement éloignée du bord du quai et, à présent, hors d'atteinte. Il ne vous reste donc qu'à vous rendre vers Tansenlis. Sympa. Du coup, on a un poison. Je le marque, une dose. Et donc ça fait perdre 2 points d'endurance par assaut, quelle qu'en soit l'issue. Donc même si on ne gagne pas l'assaut, je pense qu'on leur fait, on fait perdre 2 points d'endurance. Voilà. C'est ça. 2 popos et 3 bouquins. Et on peut prendre les poignards. Alors attendez. Ah, j'ai pas marqué. Les provisions, on en avait pris plus que ça. En soi, normalement, on ne peut pas prendre plus parce que on est déjà bien chargé. Donc le poignard, on va pas pouvoir le prendre. De toute façon, on a déjà un. Donc, allons au 251. Bon, c'est quoi déjà votre idée là? Quelle est la suite de l'histoire? Comment vous pensez déjà que... Déjà, on a fait 2 paragraphes sans mourir. On va aller de salle en salle, de boss en boss, pour tuer le grand méchant. Je pense... Alors, je vous assure que c'est pas mon fun à moi. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Partir en courant. C'est une solution aussi. C'est une solution. Sur vos gardes, l'arme à la main, et prêt à en découdre avec le mage au masque d'or, vous grimpez plus haut point des rocs basaltiques formant le périmètre du lac. Je vais juste vous baisser la musique. D'ici, la présence oppressante du volcan, hérissée d'éclairs, domine ces innombrables murs et tours que vous voyez au lointain. Mais entre ici et là-bas, la distance est telle que vous ne pouvez évaluer devant le giganticisme et l'étrangeté de toute chose en ce monde. Vous rengainez résolu à atteindre votre objectif et commencez à arpenter plein ouest la lande des rocs ocre et rouges d'où surgissent éparses des plantes grasses et touffues. Ah oui, il est ultra violent. Oui. Alors que vous passez à proximité de l'une d'entre elles, celle-ci produit une explosion soudaine qui vous jette au sol.
Dans une hauteur de soufre, une araignée rouge s'approche de vous, bien dépitée de ne pouvoir se repaître de votre cadavre, et vous l'écrasez d'un coup de talon rageur. Vous voilà dans un champ de Birgamia caedis, des symbiotes tirant du soufre des sous-sols et tuant par explosion les animaux passant à leur passage. Ils abritent en outre des araignées rouges se nourrissant des charognes avant d'y dissémer leurs yeux. Un bel artifice d'hospitalité qui en dit long sur l'endroit. Vous prenez soin de vous tenir loin de tout, mais parfois la situation se complexifie. Lancez un dé. C'est parti. Merci d'être passé, Auré. À plus tard. Lancez un dé. Si vous faites 5, un rejet soulevé par une explosion vient vous frapper derrière la tête. Si vous faites 6, on fait ni 5 ni 6, donc on est bon. Au milieu de votre traversée, une attache dorée reflétant des rayons de soleil qui percent des nuées ardentes attire votre attention. Vous en approchant, vous l'identifiez comme un bouclier rond et doré surmonté d'une pointe. Une fort belle prise, auriez-vous pensé dans une autre vie, alors que vous aviez d'autres préoccupations. Allez-vous en approcher et vous en saisir, estimant qu'il s'agit fort probablement d'un nouveau piège, ou continuer votre route? Donc on a soit un bouclier rond, mais oui, mais tu sais bien qu'ici tout est mort. Il dit, en estimant qu'il s'agit fort probablement d'un piège, on continue notre route. On continue notre route. Le plateau accidenté et hérissé de plantes grasses laisse désormais la place à une étendue plane recouverte de hautes herbes et de blé sauvage, vide de tout relief, sinon quelques rocs blancs et ronds. Un peu plus loin, au nord, se dressent les ruines vaillantes d'un petit hameau. Dans le ciel, sans soleil, ne doivent se poursuivre ni jour ni nuit, mais il vous semble néanmoins que les teintes écarlates tombant des cieux s'assombrissent, alors qu'un vent tiède venu du sud fait rouler silencieusement des balles d'herbe séchées. On est au Far West. Allez-vous tracer votre route droit vers le Tansanli, coupant la plaine de hautes herbes, ou infléchir votre course pour qu'elle traverse les ruines au nord-ouest? Est-ce qu'on va dans les ruines ou on trace tout droit? Direction la Normandie au nord-ouest. Donc, vous êtes d'accord? On va aux ruines. Après une bonne marche, sans encombre, les ruines qui forment votre destination se dessinent plus clairement, murs de pierres blanches craquelées par le temps. Des maisons évandrées longent une grande rue tapissée d'une poussière ocre balayée par le vent. Pas âme qui vive, ni même un meuble ou une racine tordue dans un ancien potager. Seul, presque intact, malgré les flux des siècles, se dresse un clocher surmonté d'un campanile arrondi dont la cloche laissée libre à la brise sonne un glas sinistre. L'intensité du ciel rougeoyant s'obscurcit encore alors qu'une présence maléfique irradie devant vous. Avec horreur, vous constatez la présence d'un loup de l'inframonde, des muscles et une carrure de taureau, des yeux de braise distillant la peur en vous. Ce loup démon habite une enveloppe corporelle à moitié décomposée, et ce qui lui manque de membres et de griffes s'incarne dans une aura spectrale blanchâtre.
Peu rassuré, terrifié en fait, vous retournez, mais un autre loup de l'inframonde se tient devant, également de l'autre côté de la grande rue. Allez-vous dégainer et attendre leur charge lame en main? Sinon, vous pouvez tenter de vous réfugier dans une des maisons écroulées. Vous pouvez également vous jeter sur la porte du clocher, bien que celle-ci vous apparaisse solidement verrouillée. Ça dépend. Du coup, vous voulez faire une petite dissertation sur le choix qu'on peut faire? Est-ce qu'on dégaine? Est-ce qu'on se réfugie dans une maison? On va se fracasser contre la porte du clocher. Mais Léonore, tu veux toujours fracasser tout le monde? Bon, t'as Jess qui est d'accord avec toi. Mais ils vont faire mal, je suis sûre. J'avais oublié qu'on divisait par 2 nos dégâts. Je vous lis quand même le... Désolée, c'est nerveux. Je vous lis quand même le paragraphe. Vous vous tenez prêt à combattre, tournant sur vous-même en passant de l'un à l'autre loup de l'inframonde, du regard, alors que la tension monte à vous en faire battre le sang au temple. Tout d'un coup, l'un des deux se braque et court en hurlant dans votre direction, un hurlement effroyable qui vous électrise, mais vous l'attendez de pied ferme, hurlant à votre tour. Hélas, votre agresseur ralentit sa route alors qu'une masse s'abat sur votre dos. L'autre loup s'est silencieusement précipité sur vous et vous a plaqué au sol. Impuissant, vous ne pouvez rien faire alors que d'un coup de gueule négligent, il vous déchiquette et vide de votre sang. Vous avez compris mon petit rire nerveux quand je suis arrivée dans le paragraphe? Donc ce n'était pas la solution? Stéphanie de Monaco? C'était pas la solution? Moi j'ai le clocher. J'ai pas vu, hein. Je n'ai pas triché. Vous vous jetez contre la lourde porte de bois, fermant le cloître surplombé d'un clocher. Aiguillonné par la peur, une énergie folle vous fait pousser et frapper de désespoir. Hurlant, les loups arrachent le roc sous leurs pattes en courant vers vous. Mais la porte est bel et bien fermée et verrouillée, et un loup se jette sur vous de tout son poids pour vous écraser contre elle. Dans une douleur vrillante, accentuée par le spectre du loup qui vous glace le sang, vous êtes projeté à terre et perdez 3 points d'endurance. Vous vous relevez d'un bond, stimulé par la peur, et détalé entre les murs de pierre blanche. Bon, c'était les maisons. Voilà. Bon, on le sait, on a perdu 3 points pour ça. Mais on le sait maintenant. Fallait aller dans les maisons. Aussi, hein, faut pas toujours m'écouter, hein. Je peux rire maintenant. 3 paragraphes qui ont déjà atteint mon niveau de patience à 0.
Sans attendre le moment de la charge, vous plongez entre les quelques murs branlants de pierres blanches, retenus par du lierre vivace qui forme les ruines du village. C'est le signal pour vos effroyables poursuivants et vous entendez leurs pas lourds et rapides arracher le roc sur leur foulée. Vous vous retrouvez rapidement dans une impasse, coincée entre trois murs, et la seule issue est aussitôt empruntée par une des créatures. Tirez votre âme, c'est le moment de faire parler l'acier et le sang. On a le sort ouverture. Mais tellement. Pour le clocher. Mais tellement. Mais qu'est-ce qu'on est bête. C'était quoi le... Je reviens en arrière pour tester le sort ouverture. Et oui, je vous ai pas refait le point sur les sorts qu'on avait appris. Terrible erreur. Terrible erreur. Donc, 233 plus 13. 246. Tremblant et sous souffle court, vous tracez le sort ouverture alors que les loups s'approchent en hurlant. Et la serrure coulisse. Vous jetez à l'intérieur et refermez la porte en poussant les verrous, mais déjà la porte grince et les planches s'éclatent sous les coups répétés des effroyables créatures. Vous vous retournez et manquez de défaillir de peur à nouveau. Dans cette pièce vide, juste meublée de quelques meubles écroulés sous le poids des siècles et soutenus par des poutres mangées par les vers, une dizaine de silhouettes blanchâtres sont agenouillées et prient. Oh non, encore des fantômes de reliquats battant de vos peurs enfantines. Vous déglutissez et marchez à travers ces fantômes et franchissez une ouverture latérale alors que la porte cède et que les loups de l'inframonde se jettent avec fureur sur les pauvres silhouettes suppliantes pour les engloutir. L'un d'eux tente de vous suivre, mais l'ouverture est trop exiguë. Bien que le spectre vous atteigne et vous glace de sa spectrale présence, la carcasse décompensée, elle reste bloquée et vous n'aurez pas de mal à en découdre. Donc il va falloir quand même qu'on les batte. Mais ils ont peu d'habileté. Enfin, on n'en bat qu'un seul. On en combat un seul. Et ils ont peu d'habileté. Puisqu'ils sont coincés. Ils ont que 5. Et nous avons 9 en habileté. Plus une épée qu'on maîtrise. Donc nous, on a 10. Et on a le pourpoint souple qui divise par 2 toute blessure au combat. Donc c'est parti. Nous arrivons avec notre épée. Et alors que le loup essaye de nous attaquer, nous arrivons à le blesser. En même temps, on a quand même beaucoup plus de... Alors c'est pas marqué pour être gêné pour utiliser l'épée. C'est déjà assez dur avec fibrotique. Désolée. C'était pas prévu. C'était pas... Fibre tigre. Alors, Sylvestre, heureusement, il l'a pas écrit en arabe. J'ai vu qu'il l'apprend en ce moment. Ça doit être compliqué. Oui, ça serait compliqué.
Donc, on va réessayer un assaut et on va essayer de se battre contre ce loup qui nous fait un petit 12 quand même là. C'est nerveux, oui c'est ça. Et du coup, qui arrive à nous toucher. Donc vous entendez Gary hurler sous cette mâchoire démoniaque. Et on continue. Donc il est bloqué ce loup. Il arrive, il est coincé, il a réussi à nous avoir une première fois, mais on arrive à mettre son épée, enfin notre épée, pour le blesser de nouveau et l'avoir. C'est compliqué. Heureusement que cette porte tient le coup, alors que la porte de l'église n'a pas tenu le coup, mais le branlant de cette porte est assez fort pour tenir le loup coincé, ce qui nous aide grandement. Et le loup essaye de nous avoir, grogne et essaye de se débattre. Psychilette, tu me dis qu'il n'y a plus de son. Pourtant, moi, j'ai le retour son. On va tester. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous entendez la musique ? Pourquoi ? Non, j'ai pas muté. Moi, j'entends mon retour. Mélianor ? Ah, Jess a dit qu'il entendait. Nickel. Merci, Jess. Oui, ça doit être toi. Parce que j'augmente la technique à chaque stream, mais maintenant j'ai le retour son dans mon casque, donc je m'entends. Donc j'entends la musique aussi, ce qui est beaucoup plus simple pour vous mettre la musique au bon, à la bonne fréquence, à la bonne hauteur, au bon volume. Et en plus, oui, j'ai un retour son à côté. Donc, nous sommes toujours avec notre loup. Qui refait 12. Mais c'est quoi ces dés ? Ils ont été payés par Fibrotique. Ils ont été payés par Fibrotique. Du coup, le loup arrive à nous blesser de nouveau. En même temps, Gary, il n'est pas très... Mais ça va, il nous fait un point d'endurance par un point d'endurance. Donc on essaye de le contrer cette fois-ci parce qu'il a une grande gueule et du coup on a du mal à manœuvrer sans que mettre notre bras dans sa mâchoire. Et on arrive petit à petit à le blesser et à l'entailler. Cette chair est dure. Elle est vraiment très, très dense. Des fois, on tape dans les poils et on a l'impression tellement il y a de la fourrure qu'on n'arrive pas à entailler le cuir qui est dessous, la peau. Et donc, c'est assez compliqué. On commence un petit peu à désespérer. Et surtout, on a peur que le deuxième loup vienne et arrive. Mais on s'en sort pas mal.
On est au dernier assaut. Que va-t-il se passer? On est au dernier assaut et on arrive à mettre fin à ce loup. Et comment on met fin? Quelle est notre action finale? Pas de soucis, Sylvestre. T'as bien fait de nous le dire en tout cas, parce que ça aurait pu être de mon côté en fait. Hein. Donc c'est très très bien. Dites, n'hésitez pas à le dire hein, quand il y a des problèmes de son, tout ça. On le chope et on fait une descente du coude sur le deuxième en mode catch. Il est coincé dans une porte. Ok. Du coup, à la manière des meilleurs catcheurs qu'on a vus dans la télé magique, on va faire une descente de coude et lui briser la nuque. À la manière des plus grands catcheurs comme The Rock. Ou... Oh, il n'y a pas de nom de catcheur qui me vient. Undertaker. Mais oui. Mais oui. Je regardais énormément le catch à un moment. Mais surtout, ne reproduisez pas ce que vous voyez à la télé et à la maison. Ce sont des vrais professionnels, d'accord? Et c'est du cinéma, ok? Ça reste des vraies prises, mais ils sont entraînés pour ça, et donc, ils ont moins de chances de se faire mal que vous. Mais ils font quand même des trucs de fou. Là, quand ils sautent d'échelle en hauteur et tout. Voilà. Lorsque la carcasse s'effondre enfin, l'autre la balaie d'un coup de patte et s'efforce de se glisser elle aussi dans l'ouverture, avec plus de succès. Vous empruntez un escalier en collimation dans ce clocher percé de meurtrières et grimpez enfin à une échelle que votre poursuivant écarte maladroitement. Sautant, impuissant de rage, il tente de vous atteindre alors que vous vous réfugiez dans le campanile. D'un coup, vous brisez le mécanisme qui retient la lourde cloche de bronze, laquelle écrase le dernier loup en une bouillie nauséabonde. Reprenant votre souffle et calmant votre cœur, vous êtes immédiatement happé par la vision fascinante de l'immense Tanslali, couronnée d'éclairs. De votre position, vous voyez les entrelacs proches de constructions au toit pointu, arpentés par de nombreuses silhouettes colorées. Vous vous laissez ensuite tomber au sommet du clocher, après avoir gagné un point de chance pour avoir défait d'aussi terribles créatures. Pour une fois qu'on a quelque chose de bien. Alors, il n'y a pas marqué si c'est un point de chance permanent ou pas, mais je vais le mettre en point de chance permanent. Hein. Voilà. Je connais pas André le géant. On parle de catch. Ah, c'est donc Princess Bride. Sylvestre, quand t'étais gosse, le héros de catch, c'était le Petit Prince. Il s'appelait le Petit Prince? C'était rigolo. Moi, j'aime bien. J'aime bien le catch. Ça me donne envie de regarder du catch. Vous poussez les cadavres des loups d'un coup de pied, mais ce n'est que de la viande morte, pourrie, gelée et brûlée, si nauséabonde qu'elle vous en donne le tournis. Une fouille rapide des environs ne donne rien, sinon quelques salamandres peureuses qui fuient à votre approche et de pauvres reliques d'une vie domestique ancienne
qui vous servent le cœur de nostalgie. Réajustant votre pourpoint et votre besace, vous reprenez la route d'un bon pas, plein ouest, vers les contreforts de Tansanli. Après une longue marche dans les hautes herbes qui se dressent au-delà des runes, la fatigue vous tire au sol avec quelques bâillements. Dans ce ciel écarlate, uniforme, belle nuit, mais nulle nuit, mais votre corps vous rappelle à l'ordre. Vous vous asseyez, frappé par la lassitude. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consommer une de vos provisions et regagner ainsi 2 points d'endurance. C'était pas 3 qu'on gagnait avec nos points, avec nos... C'est 3 avant, hein. Ça y est. Plus on gagne, moins ça nous fait regagner 2. Allez. Hop. Et on enlève une provision. Elles sont périmées, c'est ça. Puis vous vous laissez aller au sommeil, lové dans la dernière frange des hautes herbes, avant les rocs menant à l'armée en marche. Peut-être que le sommeil vous permettra-t-il de fuir les éclats lumineux de la pluie d'éclairs au lointain, les clameurs barbares à quelque distance, et enfin la profonde terreur qui se tapit dans votre âme. Vous croyez qu'on va s'en sortir ? Gary fait dodo. Faut pas le réveiller. Chut. On peut même lui chanter une berceuse. Gary, tu dors. Tu vas mourir de toute façon. Gary, tu dors. Mais ton écrivain est un sadique. Ton écrivain est un sadique. Ton écrivain est un sadique. Du coup, une angoisse sourde vous tire du sommeil, le cœur battant, après un sommeil tout de même réparateur qui vous fait regagner 2 points d'endurance. Oh, on est fou! Gary, tu es fou! Toutefois, si vous n'avez pas eu la possibilité la veille de prendre un repas, si, bon, c'est bon, on est rassasié, on est bien. On est en ventre tout tendu, on est bon. Ressemblant votre courage, vous reprenez la route vers le Tansanli. Je sais pas comment on prononce en fait. Des fois je dis Tansanli, des fois je dis Tansanli. Vous ne tardez pas à vous approcher des premières constructions qui forment l'immense repère du Khan. Tout d'abord, le roc poussiéreux et les herbes laissent place à des planches de bois brut, puis cirées, puis laquées de noir. Vous croisez des torii orgueilleux, noirs et rouges, et de nombreux mâts portant des kakemonos flottant aux couleurs du soleil rieur et de frapper d'étranges symboles, le plus souvent des animaux. Des statues en bois de lions et de griffons baissent la nuque devant les passants et d'innombrables passerelles montent et descendent vers des pavillons octogonaux. Toute surface ici en fait est protégée du ciel ardent par des toits noirs et pointus auxquels pendent carillons et lanternes de papier vert et bleu. Parfois, celles-ci sont cernées de dessins mouvants de fioles. Au milieu de ce labyrinthe de plateformes, des milliers de guerriers de toutes races et portant toutes armes. Ils portent des tenues sobres ou extravagantes, noires ou vivement colorées, et se meuvent tantôt en solitaire, tantôt en petites factions. Tous ont pour seul point commun leur regard fier et leur portail frappé du soleil du Khan. Vous soufflez en pensant qu'aussi flamboyants vos atouts sont-ils, il vous suffira d'aborder vous aussi ce regard fier pour passer inaperçu. Mais le fait est que, contrairement aux autres, vous venez seul depuis l'Est. Et tous les yeux se braquent sur vous en silence et à votre approche. On murmure même « Voici donc le mage de Varna !» Mais tous prennent garde de ne pas vous approcher. Ça s'appelle une entrée en discrétion. Voilà. Gary est un pro en discrétion.
L'une d'entre eux s'avance néanmoins alors que son compère, un bretteur faute altier tout vert de vêtu, la retient d'un bras, mais elle se dégage et vient vous barrer le chemin, main sur les hanches. Elle porte une combinaison noire que vient rompre un foulard jaune vis noué à sa ceinture et flottant derrière sa course, des cheveux courts tombant devant de ses grands yeux verts et surtout, deux daïrés à la ceinture, ses tambourins pourvus de cymbales aiguisées comme des rasoirs. Elle s'esclave. Alors, voici le mage de Varna qui sème la panique dans l'Osmanli. Ma foi, il est bien impressionnant et pas très grand avec ça. Vous détournez les yeux pour ne pas chercher les ennuis et on la rappelle en lui faisant remarquer que vous venez tout juste de venir de l'Est où se terrent que des périls et le néant de l'Alliance Lanlar. Mais elle vous bloque d'un coup d'épaule et jacte. L'Alliance Lanlar, les légendes du passé ne m'intéressent pas. Ce sont celles que je construirai qui m'importent. En garde, marche de Varna. J'apporterai ta tête au Khan. Elle saisit ses daïrés et bondit sur vous, laisse comme un félin. C'est qu'elle est forte, cette petite jeune femme. Je me marque juste son habileté. Étincelle ? Étincelle ? 58. Non, ça ne fonctionne pas. Non, on n'a que ça. On a étincelle, ouverture, parapluie, ange et résurrection. Non, je crois qu'il faut malheureusement... Il n'y a pas l'option négociation. Ou l'option qu'on veut juste la mettre à terre, quoi. On l'a fait commencer. Elle va nous attaquer. C'est une guerrière danseuse au tambour. C'est une Esmeralda avec des tambours tranchants. Alors que nous n'étions pas impressionnés par ces tambours, nous nous rendons vite compte qu'elle est aussi agile qu'un félin. Et très rapidement, elle nous inflige notre première blessure. Nous avons été surpris, mais nous reprenons. Elle nous réattaque déjà. Et c'est plus vive que ce que nous sommes qu'elle nous blesse de nouveau. Elle danse autour de nous. Elle va aussi vite que le vent. Et nous sommes un peu perturbés par ce qu'elle est capable de faire. Nous prenons du temps pour étudier sa façon de se mouvoir. Et c'est là que nous arrivons à la blesser. De nouveau. Enfin, pour la première fois plutôt. Elle a l'air un petit peu vexée d'avoir été touchée. Elle reprend ses mouvements, redanse autour de nous. Et alors que nous pensions qu'elle allait arriver par notre droite, c'est à notre gauche qu'elle nous attaque et nous blesse, encore une fois. Si ce n'était pas contre vous qu'elle vous en voulait, sa danse serait presque hypnotique.
Mais on se laisse peu avoir. Dès qu'on voit une petite faiblesse dans sa garde, nous y allons pour aller la blesser. Elle danse un petit peu moins avec d'agilité. Et nous pensions prendre le dessus, mais elle se baisse au dernier moment. Notre lame va briser de l'air, va couper de l'air, et elle arrive à nous blesser au niveau de la jambe. Cette danseuse est beaucoup plus coriace que ce que l'on aurait pu penser. Nous reculons un petit peu pour essayer de prendre de la distance. Ah non, là je suis pas d'accord. Le dé est cassé, on le relance. Et cette manœuvre permet de la toucher et de voir une faiblesse dans cette danse. Elle commence à être un petit peu blessée sévèrement. Mais tout de même reste un adversaire robuste qui nous amoche assez proprement. Nous appelons notre vénérable dieu des voleurs qui nous permet d'achever. Elle s'appelle Gigi. Voilà, on le sait après, mais elle s'appelle Gigi. Donc on ne l'achève pas. Après votre assaut brillant, Gigi pose un genou à terre, mais soutient fièrement votre regard. Elle tend son corps pour bondir à nouveau, mais un fleuret se glisse sous son menton, celui d'un duelliste vêtu de toutes les nuances de vert, une plume verte en panache surmontant un large chapeau. D'un ton clair, il énonce « Il suffit, téméraire musicienne. Le mage n'a même pas donné lancer un seul sort, et sa lame seule te fait perdre conscience de tes limites. » Il se retourne vers vous, écartant d'un geste Gigi, et tire sa référence. Chapeau bas. Puis, il vous tient l'épaule et vous guide sur quelques pas. Croyez-moi, j'ai l'œil pour repérer les combattants aguerris et je suis enchantée de voir que le mage de Varna n'est pas seulement doué pour le tour de passe-passe et autres miroirs aux alouettes des illusionnistes de passage. La vraie magie, mon ami, la lumière de l'intelligence, et cela ne manque pas, j'en suis certain. Et comme tu es nouveau ici, dans le domaine de la première porte, tu as certainement la clairvoyance d'écouter deux, trois petits conseils pour te faire ta place. Pas vrai ? Est-ce qu'on laisse l'homme en verre nous accompagner ? On le repousse avec mépris et on continue notre chemin. Non, il est cool. On l'accompagne alors. D'un regard, vous faites comprendre à votre interlocuteur qu'il peut poursuivre. Son visage s'éclaire alors qu'il vous accompagne sur une petite place de bois laqué. J'ai pour nom l'assassin. Comme tout autre ici, je ne tue que pour surordre. Néanmoins, et pour le moment, je n'ai pas de consigne te concernant. Heureusement pour moi, peut-être. Je suppose que tu as l'intention de progresser vers ton sans-lit. Mais devant toi se dresse une porte, la première. Comment franchir cette porte ? Eh bien, j'en sais rien.
son Anunnaki, c'est-à-dire son juge gardien, c'est à chaque porte correspond son Anunnaki qui en détient les secrets. L'Anunnaki de la première porte se nomme Bushi. Et tu le trouveras non loin d'ici, dans sa demeure, et t'attend sans nul doute. Mais c'est un formidable combattant, peut-être le plus puissant de la Terre à portée, plus puissant même que Blake, le mythique mage des 50. Et pourtant, il possède une petite faiblesse. Il ménage son suspense et se passe sa langue sur les lèvres en souriant. Vous devinez dans la main sûre de l'assassin un insolite tremblement. Celui-ci continue bien qu'on sent qu'il vous a alléché. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui ? Ce serait une grande déloyauté que de trahir un tel secret à l'ennemi du Khan. Mais j'y m'en mets ma faiblesse. Reviens me voir par ici tantôt, après avoir acheté quelques brins d'herbe d'Aziz à Durazès, le marchand le long de la route. Je serai dans d'excellentes dispositions pour t'en dire plus. Il vous tape dans le dos, ce que vous appréciez modérément, puis il s'esquive silencieusement et disparaît derrière un pilier. Vous reprenez contenance et votre route. Non sans avoir noté au préalable que si vous vous retrouvez devant Duzarès le marchand, vous pourrez rajouter 44 au paragraphe pour vous présentant les articles en vente afin de lui demander la marchandise spéciale demandée par l'assassin. Je vais le noter sur la fiche. Comme ça, si j'oublie, vous pourrez lire sur la fiche, vous me le direz. Jess, prends le PNJ avec toi. Non, je peux pas la prendre. Je peux pas prendre Gigi avec moi. Ah non, c'était pas Gigi dont vous parliez. C'était lui, l'assassin. Bah non, il peut pas venir avec nous non plus. Mais je préférais Gigi, hein. Je vous le dis. Moi, j'aurais adopté Gigi. Elle avait l'air quand même assez balèze. Alors, contre des hommes... Combien de combats on a fait contre des hommes ? On n'a fait aucun combat contre des hommes. Parce qu'on a fait une elfe, il me semble, une elfe noire. On a fait un autre elfe noir. On a fait des animaux divers et variés. Même des animaux de métal. On a combattu des femmes, des araignées, des orques, des gobelins. Mais il me semble pas qu'on ait combattu d'humains. Mais après, les orques, on savait pas, gobelins, on savait pas leur sexe. Du coup, on continue notre route. Vous voici sur la large étendue hexagonale, grande comme une place de village et pourtant couverte de toits pentus soutenus de lambris dorés. Sous vos pieds, un sol laqué noir luit des reflets des lampions colorés. Devant vous, la plateforme descend en pente douce vers un mur qui se dresse à distance et dont l'uniformité massive est rompue par une large porte haute comme une maison, composée de 2 vantaux noirs scellés. Vous pouvez rejoindre cette porte. Sur votre droite, un passage fort fréquenté par des guerriers de toutes races et de toutes tailles descend lui aussi vers de hautes habitations flanquées de kakémonos rutilant, d'où s'échappent rumeurs et clameurs enflammées
odeur alcaline de sang et âpre de poussière. Pour cette direction, vous pouvez y aller. Sur votre droite, en revenant quelque peu sur votre pas, vous n'êtes pas sans remarquer une construction curieuse en forme de bulbe gris dressée à même la terre battue, composée de teintures qui se balancent au vent. La construction est entourée de bêtes de somme et de traits ainsi que de chariots vides qui vont et viennent par intermittence depuis le sud, pour l'inspecter plus en avant. Sur votre gauche, 2 kakémonos solennels, noirs et frappés du soleil, rieurs, ouvrent la voie sur une passerelle montante flanquée d'une allée de l'Inassi au garde-à-veau et à la mine Siver. D'ici, vous devinez sur un surplomb une habitation carrée cerclée d'un jardin paisible d'où s'écoule une eau fraîche. On peut emprunter cette direction. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà approché, un petit groupe de guerriers sans armes est réuni et palabre dans un dialecte inconnu dans un coin de la place. De temps en temps, l'un d'entre eux tourne ostensiblement la tête dans votre direction et cherche à vous tuer de son regard. Si vous souhaitez vous approcher de ce groupe hostile, on peut. Donc, on peut descendre vers une maison. On peut aller vers des hautes habitations flanquées de kakémonos rutilants, avec des guerriers de toute race et de toute taille. On peut aller voir une construction curieuse en forme de bulbe gris dressée à la même terre battue. Et sur notre gauche, on a 2 kakémonos solennels noirs et frappés de soleil rieur qui vous la voie sur une passerelle montante flanquée d'une allée de l'Inassi, au garde-à-vous. Et sinon, on peut aller voir le gars qui veut nous tuer du regard. Qu'est-ce que vous voulez faire ? De toute façon, la plupart seront des impasses. Certaines vont nous apprendre peut-être un truc, et encore, je me rappelle d'un certain village où on n'a rien appris. On a écouté toutes les conversations et on n'avait rien appris. Ce qui avait été très 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 frustrant. C'était dans le premier tome, ça. Moi, je serais d'avis d'aller voir le gars qui nous regarde, qui a envie de nous tuer, là. Bombant le torse, dégageant le cou et carrant les épaules, vous approchez d'un pas sûr du groupe de guerriers au poing nu qui ne cachent pas leur hostilité à votre égard. À votre approche, vous reconnaissez en eux le faciès tiré, aux yeux allongés, aux yeux cheveux noirs et lisses des peuples du lointain ouest. Leur exotisme en fait à vos yeux des frères en tant ils vous ressemblent, d'autant ils portent tous la même tunique, blanche ou verte, sur leur torse nu. Le groupe s'ouvre et se tourne vers le seul d'entre eux dont la tunique est noire. Celui-ci vous invective dans un dialecte inconnu, puis poursuit dans votre langue. « Toi, tu portes le dragon à 5 doigts de l'ancien empire de l'Amasia. Seule la famille impériale et les sauveurs de l'empire ont le droit de s'emparer. As-tu sauvé l'Amasia alors qu'elle sombrait ? Non, tu es un étranger. Mérites-tu de porter ce dragon ? Certainement pas. » Vous rétorquez avec astuce que sa ferveur patriotique est bien surprenante pour un soldat d'un maître aussi intransigeant que le Khan. C'était peut-être pas à dire, non ? On n'est pas en pays conquis, quoi. Mais il redouble de fureur. Je sers le Khan car ses plans sont bâtis sur la haine de ce monde qui a anéanti et humilié l'Amasia. Sa fureur est telle qu'il s'étrangle avec des mots de son dialecte, puis vous demande avec mépris de vous incliner à genoux, face contre terre, paume sur le sol, pour laver l'affront. Allez-vous accepter son humiliante requête, ou la rejeter avec le même mépris ? Est-ce qu'on accepte ?
Ou est-ce qu'on le rejette avec mépris? Mélianor, bagarre. Ça m'aurait pas étonné, tiens. Bagarre, bagarre. Donc on le rejette avec le même mépris. Mhm. Vous avez encore la possibilité de choisir. Pourtant, on a une bagarre même si si on s'agenouille bien bas. Ah, vous êtes d'accord. Ok. On y va. Vous répondez à son humiliante provocation par une moue de mépris fort explicite, et la fureur de votre interlocuteur se mue en froide résolution. Il retire sa veste de lin noir, révélant un tatouage non pas d'un dragon, mais d'un tigre coloré qui couvre tout son corps du dos à la poitrine. Votre adversaire tourne autour de vous à la manière de ce même félin, son regard plongé dans le vôtre. Tirez votre âme et préparez-vous au combat. Si vous combattez avec une lame, lors d'un assaut victorieux, lancez un dé. Je suis sûre que vous voulez pas savoir la suite. Donc lors d'un assaut victorieux, si le résultat est 6, votre adversaire aura bloqué votre lame entre ses mains jointes et répliquera par un coup de pied bien placé, transformant votre assaut remporté en assaut perdu. Sachant qu'il a plus d'habilité que nous. Vous vouliez la bagarre? On a la bagarre. Et je pense que c'est sur ça qu'on se retrouvera la semaine prochaine. On va faire la baston la semaine prochaine. Comment vous avez trouvé ce début du 3e tome? Pour ceux qui ont suivi. Il y a du rythme et tout. D'accord. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Une semaine de baston, on va pas tenir le rythme. En fait, c'est souvent ça dans les livres de Fibrotig. C'est qu'il a tendance à faire des moments de baston sur baston sur baston. Et là, je pense qu'on va se frapper que ça. Puisque c'est un donjon. Clairement, hein, dans un donjon. Hein. Il va falloir passer des portes. Je suis sûre qu'il va y avoir des énigmes en plus. Donc... Oui, Auré, tu pourras regarder le replay. Alors, celui de la semaine prochaine, celui de la semaine dernière, pardon. J'ai un petit problème avec les temps. Celui de la semaine dernière, il a été posté aujourd'hui et je ferai en sorte de poster celui d'aujourd'hui demain. Ou plus tard jeudi. Voilà. Tu es à la fin. Oui, tu arrives à la fin. Pour le constat que, pour finir, j'avais un peu peur de reprendre du Aria, je vous avoue. Au point que j'avais regretté de ne pas acheter Billy le pyro barbare, en me disant que si ça avait... si au moins on avait ça, si vraiment c'était compliqué. Mais bon, pour l'instant ça va.
Oui, Sylvestre, tu as loupé juste les résumés des 2 premiers livres. Au début, il y a le résumé des 2 premiers livres. C'est tout. C'est tout ce qu'on avait fait. Donc, ouais, ça va. Après, j'appréhende vachement parce que, comme je vous dis, c'est pas mon truc du tout. Les styles de donjon, loot, bataille, donjon, énigme, c'est pas ce que je préfère dans le jeu de rôle. Mais vous avez pu voir que on est quand même une team très narrativiste les vendredis soirs. Donc voilà. Donc, oui, c'était plus fluide que la semaine dernière. Mais le début du 2 avait été fluide aussi. Hein. C'est la fin qui était... En fait, j'ai l'impression qu'il confond... Enfin, après, je suis pas autrice, mais c'est... Moi, la chose qui me vient, c'est qu'il confond mettre du suspense, mettre du challenge et mettre des combats. En fait, pour lui, enchaîner les combats et faire en sorte qu'on a des combats à répétition, et c'est du challenge. Et ça fait ce côté suspense. Alors que c'est pas mon avis. Mon avis, c'est que surtout dans un livre-jeu comme ça, l'histoire peut sublimer cette tension et les choix narratifs aussi, sans avoir à affronter forcément les adversaires en fait. Mais je pense que, après, c'est ma vision du jeu de rôle aussi qui est très narrativiste et moins sur le combat. Tu as quelques prières pour dimanche? Ça me va. Ça me va, ça va. Je vous rappelle, pour ceux qui sont là, dimanche à 14h, on fait un live JDR, donc un jeu de rôle en direct avec Mélianor et Jess en joueur, qui se passe dans les années 60. Voilà. Je vais essayer la technique de Julien de devenir maître du jeu pour préparer le moins possible. Ce que je pense avoir des difficultés à faire parce que je me connais, dimanche matin je vais paniquer, je vais préparer plein de choses au dernier moment. Voilà. Oui, c'est ça, Auré. Porte-monstre trésor, c'est qu'une partie de l'histoire. Oui, quand c'est qu'une partie de l'histoire, ça me va. Mais il faut que ça soit qu'une partie de l'histoire. Il faut qu'il y ait toute une histoire derrière et un but de faire ça. Parce que sinon, voilà, des vrais enjeux, un petit gobelin adopté au passage. Avec plaisir dimanche, Sylvestre. Donc voilà. Parce que je pense ça parce que notre MJ qui nous a fait jouer du Dragonbane nous a mis un petit gobelin qui s'appelait le Slart. Et Slart est devenu mon ami. Voilà. Et Slart, il a interdiction de faire mourir Slart. Voilà. Sinon, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce que c'est ça le pire, c'est que quand je m'attache à un PNJ, après, c'est dur. Oui, Aurélie, ça se passe mieux aussi, tes séances, quand tu imagines quelques trucs autour. Oui, moi je suis d'accord. Même si mes joueurs partent pas dans l'idée que j'ai eue au départ, mais ça me permet de pouvoir recycler aussi des choses que j'ai préparées, d'avoir un fil conducteur ou d'avoir une idée de quand même l'histoire avec un grand H, et donc après de pouvoir broder sur ça. Donc ça me... J'ai besoin de préparer en fait. Ça a un côté très rassurant
Et pour l'instant, ça m'a pas porté préjudice. Alors que mes joueurs sont des joueurs bac à sable. Voilà. Le seul scénario où ça a été compliqué pour moi et pour mes joueurs, ça a été un scénario qui était préécrit et qui était justement railroading. Et du coup, ça a été compliqué. Moi, je voulais pas. Enfin, il y avait aussi le fait que moi, j'ai pas voulu sortir du scénario. Et donc, eux, ils étaient hyper frustrés. Enfin, ça a été un fiasco. Ça a été rattrapé après parce que ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que je sorte du scénario, que j'invente des choses, parce que sinon, eux, ils n'allaient pas vouloir continuer la mini-campagne. Mais c'est pour ça que c'est bien, et c'est Mélianor qui me dit, c'est bien aussi de faire des scénarios préécrits, parce que ça nous confronte à des choses auxquelles ça ne nous aurait pas confronté si on avait fait nos propres scénarios. Oui, Sylvestre, j'ai adopté Slart. Voilà. C'est pas dans la même campagne que là où j'ai adopté un troll. Un troll ou un ogre? Un ogre. Un ogre. Voilà. Je prépare beaucoup le cadre. Alors, là, on fait essentiellement sur la chaîne des Cthulhu, des scénarios Lovecraft. Donc, c'est de l'enquête. Donc, je prépare les indices qui sont interchangeables, c'est-à-dire que les indices peuvent ne pas se trouver là où je pensais qu'ils se trouvaient. Et j'essaye d'imaginer la montée en pression de mes joueurs. Mais ça reste du Lovecraft, donc c'est plutôt une horreur psychologique et plutôt, j'arrive pas à trouver, mais lente. Voilà. C'est une enquête lente. Voilà. Alors dimanche, on part peut-être pour une mini-campagne. Donc mes joueurs ont carte blanche sur leur RP. Ça veut dire que vraiment, normalement, dimanche, il n'y a pas de fin prévue. Enfin, dans ma tête, la session, on la finira à un moment où on pensera que ça sera le mieux. Mais en soi, ça va durer plusieurs dimanches. Voilà. Sinon, oui, il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo avec une préparation de scénario fictif. Enfin, que je ne ferai pas jouer à mes joueurs parce que sinon, les pauvres, ils verront le scénario avant ou je la sors après. Ça pourrait le faire. Mais que je me pose à vous montrer comment je prépare les scénarios. Donc, j'ai une longue phase, quand je prépare mes scénarios, j'ai une longue phase où je réfléchis avec moi-même et je fais des recherches. Donc, je fais des recherches, par exemple, là, dans les années 1960, sur le contexte, qu'est-ce qui est possible, sur des effets des histoires qui sont déjà passées dans le contexte. Enfin, voilà. Je fais énormément de recherches. Je prends des photos, je cherche des photos pour avoir de l'inspiration. Voilà. Et ça, c'est le plus grosse partie de mon travail, on va dire, c'est l'inspiration. Vraiment, j'essaye de me dire, ah bah tiens, ça c'est bien, cette idée elle est bien, cette idée elle est bien. Et après, je pose ce que je veux. Là, pour dimanche, j'ai quand même déjà, je sais à peu près, enfin j'ai déjà l'idée d'un événement, de quelque chose, mais après, tout ce qu'il y a autour, je ne l'ai pas du tout. Oui, bah après, je peux la poster après le JDR. Mais oui, je le ferai. Avec mes magnifiques mind maps. Je pense que le plus simple, c'est qu'en fait, je prenne la mind map de la campagne que j'ai déjà faite et que je vous explique comment ça s'est monté. Tout simplement. Je pense que ce sera le plus simple.
Vous verrez tout le processus qu'il y a dans mon cerveau, qui peut être très compliqué, mais qui en fait est très simple. Voilà. Et vous pourrez piquer l'histoire de ma campagne. Campagne qui n'a pas de fin, puisque mes joueurs ne l'ont jamais fini. La campagne avec elfe, ouais. Une campagne elfe. Donc voilà. Et j'ai une campagne Calice aussi, celle-là qui est préécrite, qui est la campagne de Chronique oubliée Fantasy, que j'aimerais beaucoup faire jouer aussi, mais je pense qu'on la jouera en off. Mais il me faudra des joueurs, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Bon alors, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé. Moi, ça va. J'avais peur, comme je vous disais, mais ça s'est plutôt bien passé. On se retrouve jeudi 18h pour Toulouse, Survivre à Riley. Et je pense qu'on est à la fin. Je pense qu'on est à la fin parce que je vais rechecker, mais normalement on avait tous les ingrédients. C'est juste que je les avais pas notés parce que offrande, je pensais que ça nous servirait à rien. Mais j'avais bien noté. Donc on se revoit pour la fin de Survivre à Riley ce jeudi 18h à 20h. Et les pot-au-feu, vendredi soir. On déroge pas au rendez-vous. Donc merci à tous, merci à ceux qui ont été là, merci à ceux qui sont restés en lurk et merci à ceux qui regardent le replay. Je vous remercie beaucoup, bonne soirée et je vous souhaite de belles parties de JDR. Amusez-vous bien.